Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une comparaison entre la première et la seconde marine au monde. Et nous allons prendre leurs plus gros bâtiments que je connais bien, les porte-avions. Vous l'avez compris, nous allons comparer la marine chinoise à la marine américaine. Et nous allons prendre leurs porte-avions actuellement en service. Il y en a 11 en tout aux États-Unis. Et il y en a 2,5, j'ai envie de dire, en Chine à l'heure actuelle, et nous allons voir ce que ça donne s'ils devaient s'affronter dans un scénario probable ou dans le pire scénario pour l'un ou pour l'autre en 2022. Mais avant, je voudrais vous faire découvrir un super jeu que forcément l'officier de marine, l'ancien officier de marine en moi adore. Notre partenaire du jour n'est autre que World of Warships. Forcément, ça fait plaisir à l'officier de marine que j'ai été. L'objectif de ce jeu, c'est quoi? C'est de faire des batailles navales. Vous pouvez prendre un des 400 bateaux qu'ils ont recréés, de vrais bateaux qui appartiennent à 11 pays différents. Et c'est un jeu gratuit, ça c'est important de le préciser. Et avec le lien, vous avez accès au pack débutant qui vaut 25 €. Donc n'hésitez pas à l'utiliser, c'est le code BOOM. Et vous allez pouvoir faire de la stratégie, mais également de la tactique, seul ou en équipe, et même jouer avec vos camarades pour reproduire des batailles navales. Donc c'est pas toujours facile. Oui, il y a également des porte-avions. Vous allez voir l'avantage de la 3e dimension. Et moi, personnellement, j'ai pris pas mal de plaisir à jouer à ce jeu que je connaissais déjà depuis un petit bout de temps et auquel je jouais parfois pour me détendre pendant ma carrière d'active. Alors n'hésitez pas à cliquer sur le lien, à prendre votre pack débutant et on se retrouve pour une partie parce que oui, j'annonce en juillet et en août, il n'est pas impossible qu'on se retrouve soit dans la même équipe, soit les uns contre les autres. Et là, je préfère vous prévenir, il n'y aura pas de quartier. Allez, stay safe. Vous connaissez l'état d'esprit de cette chaîne, nous allons commencer par présenter les players, comme on dit, les protagonistes. Nous avons dans un premier temps la marine chinoise. Elle a été créée le 23 mai 1949. Il y a donc 73 ans, ça commence. Il y a plus de 300 000 hommes et femmes qui servent dans cette marine pour plus de 530 navires, 600 aéronefs. Et vous avez un tonnage global en 2019 de la marine qui était de 1 820 000 tonnes. Donc ça fait beaucoup de tonnes. On va comparer avec la marine américaine, mais c'est en train d'augmenter. Pourquoi c'est en train d'augmenter? Parce qu'à l'heure actuelle, leur objectif, là, ils ont 350 navires qui peuvent vraiment prendre la mer, être déployés et partir au combat. En 2025, ils en veulent 420. Et en 2030, ils en auront apparemment 460. Les États-Unis, on est en dessous de 300 à l'heure actuelle. Donc même si vous allez voir en tonnage, ils sont beaucoup moins imposants. En termes de navires prêts à partir au combat, ils ont l'avantage maintenant. Alors ces navires, il y a de tout. Récemment, il y a eu la mise à l'eau du 3e porte-avions qui est toujours à propulsion conventionnelle, mais vous avez également 51 destroyers, comme on dit, 49 frégates, 70 corvettes. Certains de leurs destroyers, ils font, par exemple le T-055, ça fait 12 000 tonnes et 180 mètres de long. Donc c'est pas des petits bateaux, maintenant ils arrivent à faire de la très haute technologie. Et leur marine, ça remonte un peu aux années 50-60, ils avaient l'aide des soviétiques. Jusqu'aux années 80 à peu près, leur objectif c'était d'être une marine de rivière, une marine de fleuve, une marine littorale, ce qu'on appelle chez les Nord-Américains la brown water. Donc en fait, c'est les eaux un peu troubles du bord du littoral. Et leur objectif maintenant, c'est d'avoir des capacités en eau bleue, en blue water, en haute mer en fait, avec des capacités défensives, mais également offensives. La Chine, elle a des routes de la soie, elle reçoit son pétrole du Golfe et elle a de nombreux kilomètres à faire parcourir à tous ces navires et il faut pouvoir sécuriser tout ça. Et c'est pour ça que depuis maintenant quelques années, vous avez de plus en plus de présence chinoise loin de la Chine et vous avez même une base maintenant à Djibouti, une base navale et vous avez beaucoup d'opérations anti-piraterie au large du Yémen ou du côté de la Corne de l'Afrique. De manière plus anecdotique, vous avez également des frégates chinoises qui viennent en Méditerranée, qui peuvent même s'arrêter en France par moment. Je vous ai promis qu'on en parlera et nous en parlerons cet été. Il y a des chaînes d'îles en fait. Si vous regardez la Chine, vous avez une grande puissance continentale. Pour pouvoir sortir un petit peu de leur mer intérieure, il faut pouvoir sortir de la première et de la deuxième chaîne d'îles. Problème militaire et géopolitique pour eux, ces chaînes d'îles, elles sont défendues par les Américains. Et cette première et deuxième chaîne, c'est considéré comme le premier rempart et le deuxième rempart, deuxième zone de défense, des lignes Maginot si vous voulez, pour la protection des États-Unis. Chaîne d'îles,
zones, bases qu'ils ont réussi à acquérir au prix d'énormes pertes pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors pour pouvoir construire leur porte-avions, ça remonte aux années 70, mais c'est vraiment depuis 1985 que les Chinois se sont intéressés à la marine. Dans un premier temps, ils ont récupéré le HMAS Melbourne, qui était un porte-avions qui avait catapulte, brin d'arrêt et également miroir d'appontage qui a été démantelé en Chine, et ils se sont fait plaisir, ils ont tout démonté, ils ont tout regardé, et donc ils ont pu faire du reverse engineering, ils ont pu apprendre par rapport à ce qui leur a été donné par des Australiens en fait. Ensuite ils ont récupéré des navires soviétiques, le Minsk, le Kiev, et ensuite le Varyag, et qu'ils ont transformé dans leur premier porte-avions, le Liaoning, après moult péripéties. Donc à l'heure actuelle, en 2022, ils ont le Liaoning, qui vient donc de l'ex-soviétique Varyag. Ils ont le Shandong, qui est leur premier porte-avions, on pourrait dire porte-aéronef, parce qu'il n'a pas de catapulte, mais il a des brins de fabrication autochtone, de fabrication chinoise. Et maintenant, tout nouveau, il y a le Fujian qui vient d'être lancé, qui aura 3 catapultes et qui aura une propulsion apparemment conventionnelle. Un 4e porte-avions est en fabrication et il semblerait que ce soit de la propulsion nucléaire. Leur objectif est d'avoir 5 à 6 porte-avions dans les années 2030, donc ça va aller extrêmement vite. Ils ont essayé d'avoir de l'aide un peu partout, avec l'Espagne, d'ailleurs ils ont eu pas mal de consulting avec des entreprises espagnoles. En 1997, ils ont essayé de négocier avec l'État français pour acheter le Clemenceau, ça n'a pas abouti, mais au final, ça ne les a pas empêchés d'avoir actuellement le Liaoning, 67 500 tonnes, donc c'est 50% plus massif que le porte-avions Charles de Gaulle, qui a pris la mer donc dans les années 2012, qui a fait son premier appontage en novembre 2012 et qui a été déclaré opérationnel en 2016. Donc vous voyez, c'est il n'y a pas longtemps, c'était il y a 6 ans, et on est en train de dire qu'ils auront des super carrières, des super porte-avions d'ici quelques années. Le type numéro 2, le Shandong, lui, comme je disais, 100% chinois, il date du 19 décembre 2019, 70 000 tonnes, un ski jump qui est légèrement différent par rapport à la version, on va dire, russe, qui était à 14 degrés. Là, il est à 12 degrés, ce qui est vraiment optimisé pour les J-15 qui sont des dérivés, en fait, du Sukhoi 33, qui est un dérivé, version navale, du Sukhoi 27. Donc, en gros, les J-15, ce sont les Sukhoi 27 version maritime chinoise avec des petites mises à jour, mais surtout une capacité au tir Fox-3, donc au tir et oubli. Le nouveau porte-avions, le Fujian, lui c'est le type 003, il ferait aux alentours des 100 000 tonnes comme les gros porte-avions américains, 2 fois et demi Charles de Gaulle, 3 catapultes et mise à l'eau le 17 juin dernier. Comme vous pouvez le voir, et il cache d'ailleurs les catapultes, on ne sait pas à l'heure actuelle si ce sera grâce à la vapeur ou si ce sera de l'électromagnétique comme sur le tout nouveau porte-avions américain, le Gerald Ford. Il y aura une capacité pour prendre une quarantaine de jets, donc à l'heure actuelle des J-15 Flying Shark, mais il y a des avions en développement. Vous avez notamment le FC-31 Gear Falcon, qui lui a une nouvelle motorisation, il va avoir 2 fois 12 tonnes de poussée, il ferait dans les 17 à 28 tonnes, il pourrait monter à Mach 1,8, il aurait une antenne active, et il pourrait prendre 12 missiles. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est une sorte de F-35 version chinoise, qui serait assez furtif, mais qu'il a une capacité d'emport apparemment de 12 missiles RR, 2 fois plus que le Rafale. Sinon, en termes de gabarit, c'est assez semblable. Vous avez également un avion qui va arriver, qui va tout changer pour la marine chinoise. C'est le le KJ-600, qui va être leur œil de la flotte, leur Hawkeye à eux. Et d'ailleurs, vous pouvez voir, il ressemble énormément. Allez, maintenant, nous allons voir un petit peu l'US Navy que je connais bien. Pourquoi? Parce que j'ai été formé là-bas, 2 ans et demi, si on peut dire, d'Erasmus aux États-Unis. Et j'en suis revenu avec mes ailes de pilote de chasse, mon brevet de Naval Aviator. Donc en 2019, l'US Navy, 4 635 000 tonnes, ça fait beaucoup. En 2015, et parce que c'est plus vrai maintenant, l'US Navy, la marine américaine, en termes de tonnage, a été plus grosse que les 13 marines suivantes. Voilà, je pense que ça vous donne une idée. La marine française, comme vous pouvez le voir, en termes de tonnage, voilà, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas la même taille de pays. Néanmoins, nous avons une énorme zone maritime, bien que nous ne protégeons pas de la même manière que les Américains. Ils ont 11 porte-avions, ils en ont 2 en construction, et en termes de personnel, nous sommes dans les 336 000 hommes et femmes militaires, à peu près 100 000 personnes dans la Ready Reserve, et il y a quand même 280 000 civils qui travaillent également dans la défense, directement en lien avec la marine. Ils ont plus de 290 navires déployables, 2623 avions, c'est absolument énorme, ça sont les chiffres de 2019. Et la marine américaine est née il y a 228 ans, le 27 mars 1794.
Ces objectifs, c'est quoi? Sea Control, le contrôle maritime. Power Projection, la projection de puissance. Deterrence, qui est en fait de la dissuasion. Ensuite, il doit faire de la Maritime Security, donc la protection, on le voit bien dans Captain Phillips, la protection de leur voie d'approvisionnement et de leur bateau. Et du Sea Lift, donc du transport par la mer. On l'a bien vu, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. À noter quand même que John Adams, deuxième président des États-Unis, a dit « Naval power is the natural defense of the United States ». Donc la puissance navale est la défense naturelle des États-Unis. Ça vous donne une idée de l'état d'esprit. Et la Navy, la marine, c'est un petit peu une des armes les plus prestigieuses dans laquelle vous pouvez servir aux États-Unis. À noter qu'en août 1945, au VG Day, alors vous connaissez le D-Day, le jour du débarquement, VG, c'est Victory over Japan, la victoire sur le Japon, le 15 août 45 pour les Japonais, le 14 août à cause du décalage horaire pour les Américains. Et à ce moment-là, c'était l'apogée de la marine américaine, 6768 bateaux. 6768 bateaux, absolument énorme. À l'heure actuelle, ils ont 10 classes Nimitz. Du gros porte-avions, ça fait 333 mètres de long, 100 000 tonnes, 85 avions à bord, un équipage de 5000 personnes. Ça ne part jamais tout seul, ça part avec un battle group, avec une task force. Et là, il a 3-4 destroyers avec lui, au moins une frégate et 2 sous-marins nucléaires d'attaque. Également du pétrolier ravitailleur. Et vous avez l'USS Gerald R. Ford, CVN 78, CVN ça veut dire Carrier Vessel nucléaire, CV c'est Carrier Vessel, et lui il fait 337 mètres de long, pareil dans les 100 000 tonnes, un peu plus gros même, 76 mètres de haut, 4539 hommes, l'automatisation permet de réduire un peu le personnel et va pouvoir embarquer plus de 75 personnes. Il n'est pas encore opérationnel. Donc à l'heure actuelle, vous avez bien vu, la marine américaine est absolument énorme, mais ses plans de développement eh bien, n'ont rien à voir, son vecteur vitesse, si je puis dire, n'a rien à voir avec celui de l'armée chinoise. Alors nous voilà maintenant dans le combat. Alors qu'est-ce qui se passerait si un porte-avions et sa task force, son battle group de la classe Nimitz se retrouvait contre par exemple le type 002, le Shandong et ses bateaux d'escorte? Moi je vous propose qu'on prenne en type américain le Truman parce que j'y suis passé dans le Golfe en tant qu'officier d'échange et c'est là où j'ai mes appontages. Je connais un peu, je sais m'y retrouver et retrouver la salle de sport et la nourriture, ce qui en plus de votre chambre vous permet de survivre sur un bateau. Alors dans un premier temps, il faut se dire où aurait lieu cet affrontement. Pourquoi? Parce qu'un porte-avions, ça ne peut pas vivre en autonomie complète. Il faut une chaîne d'approvisionnement et en plus, une armée comme la Chine, une armée comme celle des États-Unis, elle peut avoir des bombardiers, elle peut avoir des avions ou des forces qui vont pouvoir arriver d'autres bases. À partir de là, si vous êtes pile poil au milieu du Pacifique et qu'il n'y a rien autour, ce n'est pas la même chose que si vous êtes à côté de la première chaîne des îles ou si vous êtes juste au large de Shanghai. Forcément, vous pourriez être attaqué par des avions de l'armée de l'air, par des bombardiers, toutes ces choses-là. Donc là, on va partir sur le fait qu'ils sont absolument au milieu de la mer Jolie, qu'il n'y a aucun support possible de bombardiers ou autre, ce qui est, on est d'accord, un petit peu théorique. Et là maintenant, le scénario le plus probable, ce qu'on appelle le most likely scénario quand on prépare nos missions, qu'est-ce que ça pourrait être? Eh bien, ça serait une interception qui dégénère. Une interception qui dégénère, pour ceux qui ont vu Top Gun Maverick, vous le voyez bien à la fin, c'est un avion par exemple chinois qui se rapproche du porte-avions américain. On va dire il y a une patrouille de 3 avions chinois. Les Américains envoient 2 avions de chasse, ils viennent, ils interceptent. Nous ne sommes pas en guerre, nous ne sommes pas en crise. Et là, à ce moment-là, les Chinois décident d'ouvrir le feu sur les Américains. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien là, en fait, c'est un règlement de compte à hockey choral. C'est en gros le premier qui dégaine qui risque de gagner. Si vous êtes face à des forces comme ça qui sont assez limitées, c'est en gros 2 policiers contre 3 policiers. Si les 3 policiers sont les premiers à ouvrir le feu, il y a peu de chances que les 2 autres survivent. Donc à ce moment-là, vous avez une première escarmouche et vous allez avoir de l'attrition d'un côté qui va peut-être être du 1-2 ou du 2-2 ou du 0-2. C'est ce qui risque d'arriver s'ils sont bons initialement. À partir de là, forcément, il va y avoir augmentation des tensions et la grande question va être est-ce qu'il y a escalade ou est-ce qu'on en reste là? L'histoire de ces 5 dernières années est pleine d'escalades où ça en est resté là. Regardez ce qui s'est passé contre, par exemple, les avions russes et la Turquie. Voilà, il y a des avions qui sont abattus, il n'y a pas d'escalade derrière. Mais là, on est dans un scénario où on veut que ça aille au combat. Donc derrière, on va dire, il y a escalade et il y a consigne d'attaquer l'autre porte-avions. À partir de ce moment-là, si on rentre vraiment dans
porte-avions contre porte-avions en temps de guerre, juste les uns contre les autres, eh bien je pense que ce sont les Américains qui vont réussir à l'emporter pour une raison très simple. Ils vont avoir l'avantage de l'information grâce à leur Hawkeye, grâce à l'E2 qui pourra en permanence être en l'air et qui pourra détecter où se trouve le groupe aéronaval ennemi, voir s'il y a une attaque en cours et faire du coup décoller en alerte des avions de chasse pour intercepter et ensuite bien positionner toutes les frégates, tous les destroyers pour être efficace. Je laisse de côté volontairement toute la guerre sous-marine parce que je la mets en parallèle et je pars du principe que les deux forces sont assez loin initialement, donc le temps que les sous-marins puissent y aller, ça sera réglé à coup d'avion ou de missile. Ensuite, derrière, en combat pur, on va se retrouver F-18 ou F-35 contre J-15. À l'heure actuelle, même si le J-15 a une capacité tir et oubli, Fox-3, je pense que le F-18, le Super Hornet ou le F-35 sont supérieurs au J-15. Quand le FC-31 arrivera, ça sera différent. Mais à l'heure actuelle, avantage purement aéronautique en combat pur aux avions américains, sauf s'ils sont surpris par les règles d'engagement ou ils subissent une première attaque, comme je vous disais. Ensuite, dans un deuxième temps, également en termes de volume, les Américains ont plus de volume que les Chinois. Donc sur ce deuxième raid, à voir qui arrive à préparer son groupe aéronaval le premier pour attaquer. Le tout sans oublier que si vous avez de la bonne information, vous pouvez tirer des missiles depuis vos bateaux. Tout le battle group, il sert à quelque chose et c'est pour ça qu'il y a un gros avantage américain. Avec le E2, vous pourrez positionner la force adverse et tirer des missiles, des harpoons, des choses comme ça pour attaquer et pour faire peut-être de l'attrition directement sur le porte-avions adverse, peut-être l'empêchant même de lancer une attaque. Donc c'est pour ça, à cause de cette information, avantage américain. Maintenant, si les Chinois ont bien joué leur première attaque initiale et l'avaient prévu, dans ce cas-là, ils connaissent la position des Américains, ils font une attaque dans la foulée, et là on va plutôt se retrouver dans un autre scénario, celui du worst case pour les Américains. Vous l'avez bien compris, si c'est un combat un petit peu d'égal à égal, les Américains vont avoir l'avantage. Néanmoins, tactiquement, il est possible pour les Chinois de réussir à couler tout simplement le groupe aéronaval américain. Et c'est en prenant l'avantage directement d'entrée de jeu. Un petit peu comme les Japonais ont fait lors de la bataille de Pearl Harbor. Ils sont arrivés directement, personne ne savait que c'était la guerre, ils sont rentrés dedans comme dans du beurre et ils ont réussi leur objectif sur cette bataille-là. Ils ont perdu la guerre parce qu'il y a une différence entre gagner une bataille parce que vous vous battez mais l'adversaire lui n'est pas en guerre contre vous, il n'a pas compris, et faire une guerre sur le long terme où là les Américains sont quand même très forts, notamment grâce à leur capacité de production. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce cas-là? Eh bien on pourrait d'un coup, au petit matin ou pendant la nuit, envoyer un avion qui va repérer où se trouve le groupe aéronaval américain, peut-être même faire des photos, s'assurer bien qu'ils ne sont pas en état d'alerte ou autre, et derrière vous envoyez tout d'un coup et vous essayez de faire une frappe saturante sur un axe, vous tirez des missiles depuis tous les bateaux, vous envoyez vos sous-marins nucléaires d'attaque, parce que les Chinois ont un paquet de sous-marins également, en embuscade également dans certaines zones, et là vous mettez vraiment tout le paquet et vous essayez bien de faire de l'attrition sur leur navire amiral, sur leur porte-avions d'entrée de jeu, vous concentrez les feux, vous envoyez vos J-15 et en même temps vous tirez avec vos destroyers en tentant tout simplement de saturer le porte-avions, comme on le voit bien dans la somme de toutes les peurs où les soviets font une attaque saturante sur un porte-avions américain qui ne se sait pas en conflit avec les soviétiques. Et là j'insiste vraiment, parce que vous arrivez à rentrer dedans initialement, parce que l'autre, eh bien, il est encore temps de paix. Et c'est toutes les difficultés de la guerre moderne, et toute la difficulté si vous êtes gendarme, si vous protégez une base ou autre, eh bien, quand quelqu'un décide de vous attaquer, vous n'avez pas l'avantage. Et c'est vraiment, à l'heure actuelle, le seul cas dans lequel un groupe aéronaval chinois pourrait prendre l'avantage sur un groupe aéronaval américain. La surprise, le déclenchement des hostilités. Alors là, je vous ai livré une petite analyse qui est bonne en 2022. Vous l'avez compris, la marine chinoise investit sur des nouveaux porte-avions, des nouveaux types d'avions, des avions radars également, et toujours plus de frégates et toujours plus de sous-marins. Ils ont d'ailleurs une base de sous-marins où ils peuvent cacher une vingtaine de sous-marins de tout le monde. Ils sont dans une sorte de grotte. C'est un concept très efficace. Maintenant, une difficulté qu'ils ont, c'est réussir à sortir un peu de cette mer intérieure dont je vous parlais à l'intérieur de la première chaîne. Néanmoins, avec le vecteur vitesse de l'industrie chinoise, la vitesse à laquelle ils sont en train de développer leur flotte, eh bien, je pense que d'ici 10, 15, maximum une vingtaine d'années, la suprématie, la supériorité américaine va être mise à mal sur les mers.
Les États-Unis en ont conscience et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, il y a pas mal de discussions sur le format de l'US Navy et sur comment ce format doit évoluer. En parallèle de tout ça, j'en ai parlé dans une autre vidéo, il y a un énorme investissement côté américain et côté chinois également, en France on est plus qu'en retard là-dessus, autour des drones et des drones maritimes. Et ça pourrait également avoir un énorme impact. Imaginez si un peu partout dans la mer, vous avez des sortes de mines qui peuvent bouger, des sortes de drones qui traînent, qui pourraient être en attente, et si elle voit passer un porte-avions et vous voulez déclencher hostilité, vous foncez sur le porte-avions. Il y a énormément à inventer, il y a énormément à développer, et les tactiques, les stratégies et même la géopolitique des prochaines années risquent d'évoluer à une vitesse encore jamais vue, jamais égalée, tout simplement à cause de ces nouveautés technologiques et toute cette nouvelle guerre des drones en devenir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans tous les cas, eh bien moi je reste un petit peu à l'ancienne en ce moment sur World of Warship, que je remercie encore une fois, ça nous permet d'avoir toute une équipe. Aujourd'hui c'était Hugo qui était au montage, des fois c'est Léa, on a également César et des fois c'est Forley. Donc merci à nos partenaires de nous aider à développer la chaîne et à créer des jobs pour nos petits jeunes. Allez, je vous dis à bientôt, sail safe, en plus de fly safe, c'était mon petit côté officier de marine. Et pour ceux qui ont vu Top Gun Maverick, c'est vrai, on peut être officier de marine et ne pas savoir faire de la voile. Je fais partie de cette catégorie d'officiers nucléaires. Allez, fly safe.